Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir, on va parler particulièrement de 12 erreurs ahurissantes que font 80% des marketeurs et qui leur font perdre la face. C'est un thème très important. En fait, j'ai eu l'idée de faire ce partage-là parce que ce sont des choses que je vois autour de moi et qui continuent vraiment dans tous les secteurs d'activité. Et puis, aujourd'hui, en tant que formateur en marketing, il est important pour moi de pouvoir mettre le doigt sur ces éléments. Donc, pour ceux qui me pratiquent pour la première fois, je pense que vous avez dû voir ma présentation. C'est toujours bon de revenir sur des aspects. Donc, Wilfried Crément, en profession dans le marketing depuis 12 ans. Je l'ai dit, mais avec 14 ans d'expérience en vérité, dans des entreprises comme Nestlé, Unilever, Heineken, EDF, voilà, et puis tout un tas de consultants à mon actif. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs stratégies. Je suis à plus de 300 stratégies sur lesquelles j'ai eu à travailler des produits différents, des services également. Et puis, je forme en marketing depuis l'année 2014, donc dans des forums internationaux, nationaux, dans des universités, dans des séminaires, des webinaires. Voilà. Donc, ce soir particulièrement, vous avez assez attendu. Je pense qu'on va regarder ce qu'on veut. On va regarder directement ce dont on veut parler. C'est très important. Voilà les 12 erreurs que je vais aborder dans cette présentation. La première erreur, c'est de vouloir forcer le client à adopter un produit ou une offre qui ne lui convient pas. Et je vais vraiment expliquer. Vous allez voir, pour ceux qui sont dans ces erreurs, enfin, ou qui ne sont pas dans ces erreurs, vous allez voir les choses sur lesquelles il faut faire attention. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir de points différenciants clairs. Par exemple, rester que sur du fonctionnel. Le troisième point, c'est de ne pas avoir son identité de marque formalisée. Ça va vous mener à la dérive en termes de communication, en termes d'innovation. Le quatrième point, c'est de manquer d'observer la règle des 3 C pour la fixation des prix. Ça, c'est le quatrième point, pardon. On va parler de faire des promotions sans avoir une taille critique de distribution. Pourquoi c'est une erreur? Je vais parler de ceux qui négligent la distribution numérique et la distribution pondérée. Pourquoi ils se mettent en danger? Je vais parler de ceux qui ne développent pas ou de ceux, disons, ou celles qui ne développent pas leur capacité d'influence. C'est une erreur quand vous faites du marketing. Je vais parler de ceux qui pensent que beaucoup de personnes connaissent leur boîte, leurs produits ou leurs services et donc s'en contentent. Je vais intervenir là-dessus. Je vais parler des réseaux sociaux et du digital. Je vais parler justement des choses, de principaux points que les gens ignorent ou de principaux points mal compris sur le digital qui mènent à la dérive. Et puis, je vais parler en fait de la confusion sur tout ce qui est rôle des médias ETL, BTL et du digital. Et je vais parler en fait du refus de faire une transition de l'outbound marketing vers l'inbound marketing. Et puis enfin, je vais parler de la croissance quand on veut. Je vais parler du fait que la fidélisation, en fait, en vérité, n'est pas un garant de la croissance. Voilà ce dont je vais parler. Maintenant, si vous regardez la liste et que vous êtes déjà à l'aise sur la plupart des notions, que ce sont des erreurs que vous ne faites pas, vous pouvez tranquillement, comme on dit, dial out. Donc, vous pouvez tranquillement ne pas participer à ce call-là parce que vous n'allez pas gagner quelque chose. Mais si vous pensez qu'il y a au moins, il y a déjà 4 points dans cette liste de 12 sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'être dans cette discussion-là. Voilà, donc ce qu'on va faire, je commence par aborder le premier point. Le premier point, c'est celui-là, c'est celui de vouloir forcer le client à adopter un produit ou une offre qui ne lui convient pas. Ça peut paraître aussi banal, mais vous savez, quelquefois, on échoue dans nos ventes, on échoue dans nos business parce qu'on est justement en train de forcer les clients à accepter des produits qui ne leur conviennent pas. Et ça, c'est très important. Aussi banal que cela semble, vous avez plusieurs entreprises qui font cette erreur. Laissez-moi vous expliquer. La dernière fois, j'étais dans un espace ouvert, donc un espace, comment on dit ça, alimentaire, je veux dire, une sorte de restaurant ouvert. Et vous avez les vendeurs ambulants qui passent et qui proposent des articles. Donc, j'étais dans une grande ville africaine, dans la métropole, et vous voyez donc un vendeur qui est arrivé à notre table et qui nous a proposé un poste radio. Vous connaissez les postes radio qu'on utilisait dans les années, je ne sais pas, 90, le poste avec vraiment typique, le poste avec les deux baffes sur le côté,
avec son lecteur de cassette, avec le tune button, le bouton de réglage pour pouvoir capter les chaînes et tout cela. C'est ce qu'il nous a proposé. Et j'étais avec mon épouse et on s'est dit, mais qui achète aujourd'hui un poste? Qui achète aujourd'hui un poste? Qui achète aujourd'hui un poste radio? Et vous-même, je vous pose la question. Est-ce que vous achèterez un poste radio traditionnel comme un poste radio traditionnel comme vous l'avez connu dans le passé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre option? Donc, voici un vendeur qui, très motivé, parcourt en fait des distances sous le soleil en train de vendre un produit qui ne répond pas à des besoins. Et ça, c'est l'exemple un peu extrême. Je vais vous donner un autre exemple d'une campagne de Coca-Cola qui avait produit, qui cherchait à pénétrer un marché en Europe. J'oublie le nom précis de ce marché. Pour la cause, on va considérer, peut-être pour l'exemple, je vais considérer, c'est ce que je considère, je ne dis pas que c'est le pays, je vais considérer par exemple la Norvège. Donc Coca-Cola fait dans sa stratégie d'extension, veut se développer sur plusieurs pays et puis finalement veut aborder la Norvège. Et Coca-Cola lance sur la Norvège donc ses grandes bouteilles de 1,5 litres. Après quelques mois, Coca-Cola réalise que ses ventes n'avancent pas. Donc, qu'est-ce que Coca-Cola fait? Coca-Cola se dit, je vais faire une étude pour comprendre pourquoi les ventes n'avancent pas. Et Coca-Cola se rend, mandate ou commandite une agence qui se rend donc dans les maisons, qui fait l'étude et qui se rend compte que le format de 1,5 litres n'a pas marché parce que justement, les personnes qui vivent dans ce pays n'ont pas de frigo capable d'accueillir des bouteilles de 1,5 litres. Du coup, conséquence des conséquences, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont tout simplement décidé de ne pas acheter le Coca-Cola. Donc, voici que vous avez une superbe marque, mais qui n'a pas fait un effort pour s'adapter en fait à la réalité du pays, à savoir que les gens dans ces pays ont de tout petits frigos et donc ils ne peuvent pas prendre des bouteilles de 1,5 litres. Donc, cette première erreur, c'est la première, je l'ai classée en première erreur. Pourquoi? Parce que c'est justement une déviation de la définition par excellence du marketing. Cette définition, je la prends du document Mercator. J'imagine que vous le connaissez. Sinon, c'est ce qu'on appelle, je dis en griffe, c'est l'une des bibles du marketing, donc qui reste très académique, qui vous donne les définitions, qui vous donne vraiment les principes de base. Donc, vous devez peut-être l'avoir, mais ce que vous devez surtout faire, c'est avoir les définitions et puis par la suite, vraiment chercher des forums professionnels un peu comme celui-là. Donc, dans la définition, on dit le marketing est l'effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels. Donc, la première chose, c'est l'effort d'adaptation. Imaginons que vous offrez un service de plomberie aujourd'hui, ou bien je prends un service de peinture. Vous êtes un peintre. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, vous ciblez, on va dire par exemple, vous ciblez en fait une catégorie un peu huppée. Donc, qui veut travailler par exemple avec de la peinture à huile. Et vous, vous êtes un peintre, mais vous continuez d'offrir en fait vos services à partir de la peinture à eau. Donc, après, ce que vous allez faire, vous allez voir que vos prospects ne finissent pas par vous solliciter en tant que service que vous offrez parce qu'à la fin, vous n'êtes pas en train d'offrir quelque chose qui est adapté à leurs besoins. Donc, la partie adaptation, c'est la première chose. Donc là, pour ceux qui sont là, je vais vous demander de faire un audit personnel avant qu'on avance sur le deuxième point. Lorsque vous regardez les produits que vous vendez, d'abord, la première chose, est-ce que vous connaissez les vrais besoins de vos clients? Est-ce que vous connaissez les vrais besoins de ce que vous servez, de ceux desquels vous voulez prendre l'argent? Est-ce que vous les connaissez? Parce que ça, c'est la première question. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous avez déjà un challenge. Maintenant, si vous les connaissez, ce qu'on essaie de faire souvent, on essaie de forcer les gens pour leur dire ce qu'ils recherchent, voilà, on l'a dans notre produit. Alors que quelquefois, le produit ne répond même pas et alors là, ne répond pas du tout à ce qu'il veut. Donc, est-ce que vous êtes dans la position où vous êtes en train de vous forcer à adapter votre produit à ce que les gens recherchent ou bien est-ce que vous avez le produit qui est adapté ou bien vous avez un produit qui convient
très bien à votre cible. Ça, c'est très important. On fait une petite réflexion. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait un effort? Est-ce que vous avez adapté? Ou bien est-ce que les clients se plaignent de votre produit, se plaignent de vos services, mais vous vous forcez quand même à les vendre? Donc, c'est ça. Donc, la première question ce soir, et j'aimerais bien avoir votre tour. Je vais vous envoyer juste un petit questionnaire qui va sortir sur votre écran et vous me dites si c'est bon. Voilà, donc c'est la question 1 pour ce soir. On va évoluer un peu en question pour que ce soit interactif. Euh, et si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez utiliser le chat box. Donc, j'y fais référence alors qu'on évolue. Donc, avez-vous des produits réellement adaptés aux besoins de vos concurrents, aux besoins de votre marché potentiel? Avez-vous des produits réellement adaptés? Basé sur l'exemple que je viens de donner, est-ce que le besoin à droite et vous, vous êtes à gauche, mais le besoin à droite, vous êtes au milieu, vous n'êtes pas vraiment aligné? Commencez à réfléchir sur ce qui n'est pas adapté dans votre produit ou bien dans votre offre. Ça peut être des services. Vous pouvez être même en B2B, en B2C, en hôtellerie, en aviation, peu importe le domaine. Est-ce que vos produits et services sont réellement adaptés à ce que le marché recherche? Avez-vous des produits, des services réellement adaptés à ce que votre marché recherche? Donc, je vous envoie cela et on répond déjà. On va voir dans ce petit échantillon qu'on a, on va voir il y a combien de personnes qui sont bien placées. Et puis, ça va déjà nous donner une idée. J'espère que, répondez franchement, il n'y a pas de, comment vous le dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, donc je vous ai envoyé la question sur votre ordinateur, donc vous devrez pouvoir répondre. Avez-vous des produits services réellement adaptés à ce que votre marché recherche? On a une seule personne qui n'a pas encore voté, ou disons qui n'a pas encore rempli. OK, j'imagine qu'elle a des problèmes. On va s'arrêter là donc. Je vous montre les résultats. Donc là, on a des professionnels là. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. On a 82% d'entre vous, donc 9 personnes sur 11, qui ont des produits déjà adaptés. Donc vous n'êtes pas dans la première erreur, c'est parfait. Et donc on continue notre liste sur les prochaines erreurs qui se présentent. Voilà, ça c'est un élément que j'aime utiliser dans mes formations. Je vais le parcourir rapidement aujourd'hui pour des questions de temps. J'explique comment le marketing fonctionne. Voilà pourquoi je n'ai pas passé du temps sur la première slide parce que la définition va sortir justement de ce qu'on est en train de voir là. L'exemple que j'aime prendre, c'est l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui se disent, ils ne mangent pas le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Et donc, c'est le comportement qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'en pensée, ils disent que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre du milieu du jardin, ils mourraient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une action de marketing qui est là. On a quelqu'un qui s'appelle le diable qui a décidé de faire du marketing, qui a décidé de changer leur comportement. Voilà. Merci à ceux qui avaient répondu, qui disaient que justement, on n'a pas besoin d'acheter de radio en ce moment. Voilà. Donc ici, le marketing, dans cet exemple, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous allez voir, pour d'autres, ceux qui l'ont déjà vu, c'est un rafraîchissement. On va voir un peu comment le marketing fonctionne. Donc, le marketing, si vous regardez la définition précédente, il vise en fait une influence des comportements. Je peux revenir sur la définition pour que vous voyez. Effort d'adaptation pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. On va regarder cela. Donc, ici, on a un comportement qu'on veut influencer. L'homme et la femme créés initialement, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, qui ne mangent pas le fruit de l'arbre du jardin. On a un marketeur, donc le diable et le serpent en l'occurrence, qui veut ici les emmener à manger le fruit de l'arbre du jardin.
Ça, c'est une problématique de marketing. Parce qu'en marketing, vous avez des gens qui n'achètent pas vos produits. Vous voulez les envoyer acheter votre produit. Vous avez des gens qui ont arrêté d'acheter votre produit. Vous voulez les emmener à acheter à nouveau vos produits. Vous avez des gens qui vous ont totalement abandonné. Vous voulez aller les reprendre. Vous avez des gens qui achètent vos produits une fois dans l'année. Vous voulez les emmener à acheter vos produits 2 fois, 3 fois dans l'année. Vous avez des gens qui achètent le produit X avec vous ou bien qui vous sollicitent pour le service X, mais vous voulez les envoyer au service Y. Donc, vous avez un objectif de comportement. Maintenant, ce comportement-là, il impose de comprendre à quel niveau la personne est aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui empêche la personne de bouger. Voilà comment le marketing fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de la personne qui l'empêche de bouger? Et la question que vous vous posez, c'est, aujourd'hui, ils se disent, dans cet exemple, que s'ils mangent le fruit, ils vont mourir. Donc, il y a la peur de la mort qui est là. Donc, le marketing vous dit, il faut trouver une pensée qui va créer le changement. Et dans la définition, on vous dit que cette pensée doit être plus grande que la pensée initiale. Donc, quelle pensée est plus grande que la mort? Qu'est-ce qui est plus grand que la mort? Bon, pour des questions de temps, on va aller directement. Ce qui est plus grand que la mort, c'est la vie. Et ce qui est plus, la vie, c'est qui? La vie, c'est Dieu. Quand vous regardez dans l'exemple, la version de cette histoire que j'utilise, c'est la version écrite dans la Bible. On vous dit, le diable leur a demandé, il est venu parce qu'il a fait son travail comme on est en train de le faire au brouillon, et il s'est posé la question, il a trouvé la pensée. Donc maintenant, il va leur communiquer la pensée. Il est venu leur demander, mais est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Ils disent oui. Il leur a demandé, mais pourquoi vous ne mangez pas? Ils ont dit, mais si on mange, on va mourir. Donc, il faut demander à votre cible, c'est important, les raisons pour lesquelles ces personnes n'achètent pas vos produits, bien vos services. Une fois que vous avez identifié, ce que vous devez faire, c'est oui, il faut travailler sur ces raisons, mais avant tout, il faut identifier pourquoi. Derrière ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui se cache? Une fois que vous avez identifié ce qui se cache derrière ce qu'ils vous disent, vous pouvez créer maintenant une pensée qui va faire le changement. Donc ici, il est venu leur dire, OK, c'est vrai, vous pensez que vous allez mourir, mais c'est faux. Si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Du coup, l'homme, particulièrement la femme à qui il s'est adressé dans cet exemple-là, a vu que s'est dit, mais tiens, si je deviens comme Dieu, je serai plus grande que la mort. Donc, j'aurai vaincu la mort. Du coup, cette pensée était plus grande. Quand vous lisez l'histoire, on dit, je mets en parenthèse, tout à coup, la femme a vu que le fruit était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ce que je veux dire ici, il a su parler au cœur, en fait, de la femme. Et ce que vous devez apprendre à faire quand vous faites du marketing, c'est de ne pas utiliser les raisons fonctionnelles. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui achète un parfum, du parfum, il veut sentir bon. Va vous dire c'est la raison, ce sera la raison de surface. Maintenant, vous devez creuser et chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il veut sentir bon? La personne peut vous dire, j'ai un problème de, comment on appelle ça, d'affirmation de soi. Donc, pour que cette personne achète ce parfum, je vais venir dire, écoutez, monsieur, vous cherchez à vous affirmer, vous voulez que quand on passe, on vous respecte. Vous voulez cela parce que justement, peut-être dans votre enfance ou bien dans votre vie, les gens ont l'habitude de vous mépriser à cause de ce que vous êtes ou ce que vous faites. Eh bien, j'ai une solution pour vous aider. Achetez ce parfum qui va répondre à vos besoins. Donc, en fait, je pars d'un besoin profond qu'il recherche et je l'emmène progressivement vers le produit ou le bien que je veux qu'il achète. Je fais par exemple du carrelage de maison. Je ne vais pas venir vous dire, OK, je suis un carreleur professionnel, contactez-moi. Je vous dis, je ne vais pas vous dire cela. Pourquoi les gens veulent de beaux carreaux dans leur maison? Ils veulent que quand les gens viennent dans leur maison, les gens puissent apprécier ce qu'il y a dans leur maison et puissent se dire, ah, c'est une belle maison. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent qu'on apprécie leur maison? C'est parce que derrière, je vais plus loin rapidement. Ils cherchent en fait, ils cherchent c'est un ego qui cherche à satisfaire. Donc, moi, quand je vais venir vendre du carrelage, je vais dire, je suis vendeur de fierté. Voulez-vous vous sentir fier lorsque vos amis visitent votre maison? Voulez-vous voir dans leurs yeux le regard admirateur qu'ils ont sur vous, sur votre accomplissement? Si oui,
l'intérieur de votre maison compte. Pour cela, vous ne devez pas mettre des carreaux n'importe comment. Je vous propose mes services de carreleur qui va vous aider à avoir une maison dont vous serez fier que vous pouvez montrer à tout le monde. Donc, je leur vends la fierté avant de le ramener en fait sur le carrelage. L'une des grandes erreurs que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est de communiquer que le fonctionnel. C'est de dire, par exemple, mon savon, il enlève les boutons. Ou bien c'est de dire, mon service, par exemple, comptable, va vous permettre de faire des états financiers corrects. Ou c'est de dire, par exemple, le service que je vous propose en étant, par exemple, un formateur marketing, c'est de vous donner la connaissance absolue. Non, il y a beaucoup plus de choses que les gens veulent derrière la connaissance. Donc, il faut pouvoir bien l'identifier. Donc, on va procéder également à la même chose. Donc, on va voir parmi vous combien arrivent à bien différencier leur offre, à bien différencier leur offre dans le fonctionnel. OK? Donc, un instant, on va poser la question. On va poser la question un instant. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez profiter aussi pour les poser dans le chat. Pendant ce temps, je suis en train de vous envoyer les questions. Euh, voilà, je vous envoie la question. Vous allez la voir tout de suite sur votre écran. J'espère que vous êtes encore là avec moi. Non, ce n'est pas ça, pardon. C'est la question 2 que je dois vous envoyer. Voilà. Voilà, donc vous avez la question à l'écran, vous pouvez répondre. Je viens dans le commentaire. OK, Yann, pédagogue, dit très bon pédagogue. Eh bien, merci beaucoup, c'est flatteur. Merci beaucoup à toi. OK, donc vous avez la question. Est-ce que vous avez arrivé clairement à différencier votre offre avec un avantage émotionnel? Vous pouvez répondre sur l'écran qui s'affiche sur vous. Voilà, s'il vous plaît, répondez. On a quelques réponses. On attend encore. On a quelques 4 personnes qu'on attend. Si elles peuvent voter. On leur laisse 10 secondes. OK, plus que 3 personnes. Est-ce que vous voyez la question? Il faut cliquer là-dessus. OK, j'ai pas encore. OK, ils ont répondu. D'accord. OK, on arrête là. Puis je vous montre les résultats. Donc, vous avez parmi, dans notre pool qui est là, on a 50% de personnes qui arrivent à différencier et 50% qui n'arrivent pas à différencier. Ceux qui arrivent à différencier leur offre avec un bénéfice émotionnel super. Ceux qui ne le font pas, je pense que vous avez une solution déjà très simple que vous pouvez déjà adopter. C'est de vous demander le pourquoi du pourquoi les personnes qui vous disent ce qu'elles recherchent, comment dire ça? Il faut pouvoir identifier le pourquoi qui se cache derrière les raisons, voilà, que les personnes expriment, que les personnes vous donnent
pour soit acheter vos produits ou ne pas acheter vos produits. Et vous devez vous assurer que vous leur offrez quelque chose d'émotionnellement fort pour que ces personnes-là puissent clairement faire la différence entre votre offre et celle de la concurrence. Voilà, pour des questions de temps, on va un peu courir, mais je vais m'assurer de couvrir les choses essentielles pour vous. La troisième chose, c'est de ne pas avoir son identité de marque formalisée. L'identité de marque, c'est un document stratégique que normalement, toute entreprise doit avoir pour chacune de ses marques. Et j'insiste, c'est pour chacune des marques. L'identité de marque, c'est comme vous et moi. Nous avons une carte d'identité. Vous avez votre carte d'identité, j'ai la mienne. Vous avez peut-être votre passeport. Les marques doivent avoir des cartes d'identité. Ce en quoi ça aide à avoir une ligne de communication et une ligne en innovation. Imaginez-vous qu'un matin, vous vous réveillez et qu'on vous dise que BMW ou bien Mercedes a fait sortir une nouvelle marque de biscuits. Tout de suite, vous allez être choqué et vous risquez de ne même pas aller acheter ce biscuit parce que vous allez demander, mais un constructeur automobile, comment il peut se retrouver dans une marque de biscuits? Mon exemple est extrême, mais c'est pour vous montrer en fait que quelquefois, les entreprises dévient tout simplement en n'ayant pas formalisé, en n'ayant pas formalisé leur identité de marque. Donc là, je vous présente deux modèles. Il y a plusieurs modèles. Je vous présente deux modèles qui, pour moi, font partie des meilleurs modèles en fait d'identité de marque. Dans ce forum, je ne peux pas revenir, je ne peux pas pleinement parcourir. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai une formation beaucoup plus poussée qui prend sur ce module-là à peu près 2 heures. Je rentre dans le détail de chacun, mais je vais expliquer les éléments clés en fait. Votre insight consommateur doit être clair. L'insight, c'est la motivation profonde. Donc, en fait, ça capture le point qu'on vient de faire. Pourquoi est-ce que les gens, ou qu'est-ce que les gens recherchent? Quelles sont leurs frustrations? Qu'est-ce qu'ils cherchent à combler comme vide? Donc, c'est la première chose. L'insight, et vous devez décrire, pardon, au préalable, qui est votre cible. Ne pas décrire la cible avec juste les facteurs démographiques. C'est quelqu'un de 18 ans, 25 ans, qui va à l'école. Non, non, non. Il faut aller plus loin. Quelles sont les valeurs de cette personne? Comment elle se définit en tant qu'individu dans la société? C'est ce que vous devez faire. Après cela, vous allez définir en fait les différents bénéfices que vous allez lui offrir. Que ce soit un bénéfice fonctionnel, qu'est-ce que votre produit, votre service lui donne dès qu'on l'achète. Si je contacte un service de comptabilité, oui, j'ai mes états financiers qui sont corrects. Si je contacte un service, par exemple, de fourniture d'eau, bien de fourniture d'électricité, je ne veux pas avoir de rupture, de coupure d'électricité pendant que je suis en train de travailler, par exemple. Donc, ça doit être très clair, les bénéfices fonctionnels. D'un point de vue émotionnel, c'est ce qu'on a défini, c'est de répondre à ce que les gens cherchent profondément. Maintenant, il y a une troisième notion qui s'appelle les bénéfices sociaux. C'est-à-dire en utilisant votre produit ou bien en recourant à votre service, comment est-ce que la personne se sent dans la société? C'est important. Si vous êtes vous offrez un service, par exemple, de coiffure femme, et que dans votre service de coiffure femme, en fait, vous emmenez les femmes, vous leur vendez, en fait, par exemple, l'avantage en elle-même, ce qu'on va appeler le bénéfice émotionnel, ça sera de dire, par exemple, à cette femme, vous aurez confiance en vous. Mais en termes de bénéfice social, par exemple, vous allez dire à la femme, je vous vends la confiance en vous, ça c'en est un, mais je vous vends de rayonner et d'atteindre vos objectifs, de vous faire donc respecter dans la société. Je peux être un salon de coiffure, mais regardez ce que je suis en train de vendre. Je vends en fait à la dame la possibilité d'être respectée dans la société. C'est une toute autre approche. Donc, c'est important qu'on puisse garder ces éléments. Et vous allez avoir ce qu'on appelle les reason to believe. Vous devez formaliser les éléments qui font que les prospects peuvent croire en ce que vous leur vendez. C'est très important, le reason to believe. Et vous allez définir donc le rôle de votre marque. Quel est le rôle que votre marque va jouer dans leur vie? Et vous allez décrire la personnalité de la marque. Si votre marque était une personne, si on pouvait la caractériser en 3 à 4 points, quels seront ces points? Et vous résumez tout cela par ce qu'on appelle la brand essence, qui est le cœur en fait. Si on doit, votre marque, en un mot, qu'est-ce que votre marque est? Vous devez pouvoir l'exprimer. Voilà. On va faire encore un petit sondage et puis je vais répondre à un commentaire que j'ai vu de Mamadou Dosso qui est très important. Je vais, dans ce commentaire, je vais vous demander, oh, attention, chaque fois que je présente les résultats des questionnaires, il faut me dire
parce que je sais que ça reste, ceux qui utilisent le téléphone, ça reste sur votre écran, vous ne voyez plus. J'ai oublié de le masquer, mais bon, je pense que vous voyez l'écran maintenant. Voilà, donc la question 3, je pense que ça sera peut-être la dernière question que je pose pour qu'on puisse gagner du temps. Le reste, j'irai directement. Mais ici, c'est de savoir si vous avez votre identité de marque en place. C'est important. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en danger parce que justement, vous pouvez envoyer votre marque dans tous les sens. Et je peux me permettre de commenter cet après-midi. Donc, j'ai vu un post sur LinkedIn. Écoutez, c'est rien de caché. Et puis, j'ai commenté, donc je vous dirai directement le post que j'ai vu. J'ai vu le post sur LinkedIn et pendant ce temps, je vous envoie la question. J'ai vu le post sur LinkedIn. Donc, c'est une marque du groupe Castel. Et là, je suis sur le marché ivoirien. Donc, c'est une marque qui est aussi au Cameroun. Et c'est la Beaufort, si vous la connaissez. Donc, j'ai vu un post où quelqu'un se vantait d'utiliser la marque en fait pour sponsoriser l'émission de Miss Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait un commentaire, j'ai juste mis en dessous. C'est vraiment un choix interne. Mais si j'avais le choix, je serais allé sur une autre marque pour Miss Côte d'Ivoire parce que ça ne va pas aider la marque dans le positionnement que la marque est en train de construire. En tout cas, puisque la marque a été en train de faire jusqu'à présent. Donc, l'une des erreurs principales, c'est parce que justement, ils n'ont pas d'identité de marque. Je n'ai pas besoin d'être là-bas pour le voir. Ou s'ils ont l'identité de marque, l'équipe a oublié de regarder ou ne connaît pas l'identité de marque et prend cette identité-là pour aller sponsoriser une activité qui est loin en fait du territoire de la marque. Donc, quand vous ne l'avez pas, c'est le risque que vous courez. De ne pas avoir une identité de marque, c'est vous mettre en danger d'envoyer votre marque dans tous les sens. Le problème de cela, c'est que quand votre marque est diffuse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire, ce qu'elle émet, ce qu'elle fait, on finit par se détacher de la marque et puis l'abandonner. Je prends un exemple très clair qui va vous aider. Si aujourd'hui, je vous dis dans la téléphonie, quand je vous dis Nokia, à quoi est-ce que vous pensez? Quand je vous parle de la marque Nokia, à quoi est-ce que vous pensez? Bon, pas besoin de répondre. Vous pouvez juste, vous pouvez commenter. Mais à quoi ça vous fait penser? Et je sais pertinemment que tout le monde se pose la question, oui, mais Nokia, bon, je ne sais pas, téléphone accessible ou pas. Nokia a perdu son image parce que Nokia est allé après dans la diffusion dans tous les sens. Mais si je vous dis aujourd'hui une marque comme Apple ou bien iPhone, tout de suite vous êtes clair sur ce que la marque représente parce qu'il y a de la consistance en fait. Donc le risque de ne pas avoir d'identité de marque justement, c'est de ne pas pouvoir donner une image claire. Et le problème, si vous avez suivi donc ce que j'ai eu à faire comme développement jusqu'à présent, les gens achètent les images. Donc si vous n'avez pas construit votre image de façon cohérente, là où vos concurrents sont beaucoup plus cohérents que vous, eh bien, vos clients vont facilement partir vers ces personnes-là. Voilà. Nokia vous dit téléphone, mais oui, mais ça fait passer à quoi? Au-delà du téléphone. D'accord. Donc, je réponds à quelques commentaires que je vois. Euh, donc, déjà, j'ai Mamadou Dosso qui dit il faut aller au-delà du feeling, il faut faire des études sérieuses pour cela. Oui, Mamadou Dosso, la principale étude que tu vas utiliser d'abord, tu as fait des études d'usage et attitude pour comprendre les raisons de surface pour lesquelles les gens choisissent des produits. Après, tu vas faire des panels ou des entretiens individuels pour identifier maintenant les raisons profondes. Maintenant, ta question suivante, c'est est-ce que les brain keys peuvent être utilisés dans le marketing de service? Les brain keys doivent absolument être utilisés dans le marketing de service. Elles doivent être utilisées partout. Voilà. Donc, je pense que je réponds à ta question. OK, je vais au point suivant, la fixation des prix. Donc, ici, je prends le modèle que j'estime être le plus complexe. C'est le modèle des produits physiques qui impose que d'un distributeur, on vend un produit, on prend le produit chez le distributeur, on l'envoie on prend le produit chez la société qui le produit, et on l'envoie chez le distributeur l'envoie à des demi-grossistes, les demi-grossistes les envoient aux détaillants. Pour moi,
c'est la partie la plus difficile, en fait, quand il s'agit de fixer des prix. Mais je vais parler des prix des services tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. Et je vais donner des règles, en fait, qui vont vous aider. Donc, le point, c'est qu'il faut toujours observer ce qu'on appelle et ce que j'appelle la règle des 3 C. J'ai dit 3 plus 1 pour la fixation des prix. Un bon prix, c'est celui qui satisfait la compagnie, c'est celui qui satisfait le client, c'est celui qui satisfait le consommateur. Donc, le client ici, entendez donc les distributeurs et les demi-grossistes, donc tous ceux qui vont faire de la redistribution pour vous. Les consommateurs, entendez ceux qui détruisent le produit. Bon, dans le cas des jouets, par exemple, on va dire donc les consommateurs, ce sont les enfants, par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à fixer un bon prix? D'abord, le point de départ, c'est le consommateur. Voilà pourquoi il est rouge. Quel est le prix auquel votre consommateur est prêt à aller en fonction de l'image que vous aurez construite? Parce que le prix est attaché à l'image. En vérité, si vous avez réussi à vendre de l'émotionnel très fortement, vous avez une résistance en fait à la guerre des prix. Vous n'êtes pas obligé d'être le moins cher du marché, mais vous vous offrez toujours la possibilité de vous faire acheter. Donc, la notion de prix est étroitement liée à la notion de bénéfice, comme on l'a vu. Si vous arrivez à bien définir vos bénéfices émotionnels et qu'ils sont clairement perçus, que votre marque est cohérente, vous pouvez fixer le prix, mais il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite et c'est par des études que vous pouvez le savoir. Il y a des études qui permettent de savoir l'élasticité prix de la demande, à savoir jusqu'à quel niveau votre prix l'augmentation des prix ne va pas perturber vos ventes, mais il y a le niveau qui, s'il est dépassé, va justement agir sur vos ventes. Généralement, il faut, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de votre positionnement. Vous pouvez décider d'être premium, comme on le dit, c'est-à-dire plus cher que la concurrence. Et c'est le premier niveau, en fait, c'est de pouvoir définir à quel prix on veut être par rapport, bien entendu, pour nos consommateurs par rapport aux concurrents. Deuxième chose, ce sont les marges des clients. Ceux qui vont vendre le produit pour vous, notamment un boutiquier ou bien un supermarché, en vendant le produit, ils gagnent combien? Parce que si vous lui donnez une toute petite marge, tout de suite, il peut vous bloquer, il peut refuser de vendre vos produits, il peut dire il peut justement cacher vos produits ou ne plus revenir vers vous. Donc, vous devez vous assurer de lui donner une très bonne marge. Et le troisième point, c'est de vous assurer que vous-même, à la fin, vous gagnez de l'argent aussi. Parce que si vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'êtes pas en train de faire du marketing. Mais bien entendu, vous faites tout cela par rapport à la concurrence, ce qui veut dire que vous avez des informations sur les prix de vos concurrents. Voilà, donc, pour le prix, voilà, OK, pour les prix, OK, j'ai vu des commentaires de Yann. Effectivement, sur Miss Côte d'Ivoire, ton commentaire est correct. Et puis sur le prix psychologique, voilà, comme je l'ai dit, c'est de partir justement du prix psychologique. Donc, c'est de savoir jusqu'à combien ou entre combien et combien les consommateurs sont prêts à payer. Mais ce n'est pas la seule réponse. Parce que justement, il y a des entreprises qui font l'erreur de vendre le prix auquel les consommateurs le veulent, mais qui oublient qu'eux-mêmes, à la fin, ils ont des marges à faire parce qu'ils doivent payer des charges. Et ces entreprises-là se cognent vraiment la tête. Il y a des entreprises qui oublient par contre que les clients, donc les intermédiaires, il faut pouvoir les contenter, pouvoir justement délivrer un bon prix et délivrer le produit. Et ces entreprises se cognent la tête. Il y a des entreprises qui oublient carrément et qui ne considèrent pas la concurrence en fixant leur prix. C'est mauvais parce qu'il faut pouvoir justement vous situer par rapport à vos concurrents. Donc, voilà les 3 points que généralement les personnes omettent. Et ce que j'ai vu faire comme erreur, j'ai vu des entreprises qui définissent le prix consommateur, combien l'acheteur final va acheter, qui définissent leur marge, mais qui négligent en fait les marges de ceux qui sont au milieu. J'ai vu d'autres entreprises qui considèrent les marges de ceux qui vont vendre, mais qui ne considèrent pas le prix final auquel le consommateur va acheter. Je vous assure, si vous ratez un des 3, vous vous cognez la tête. Si vous ratez 2, là, votre produit est foutu, il ne va jamais marcher. Si vous ratez les 3, bon, vous n'êtes plus en train de vendre, ce n'est pas un business. Donc, vous devez pouvoir en tenir compte. C'est très important. Voilà, OK. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent le contenu, oui, vous l'aurez. Vous l'aurez. Donc, ne vous inquiétez pas. OK. S'il y a des questions, vous les poussez.
OK, le point suivant, c'est de faire des promotions sans avoir atteint une taille critique de distribution. Ça, c'est un concept que je vais développer aussi également avec des éléments qui vont suivre. Euh, Quand vous voulez faire des promotions de vente, vous devez vous assurer d'avoir atteint un minimum de distribution. Quand je dis de distribution, c'est de présence. Et pardon, j'avais promis revenir sur les services. Quand vous voulez faire le prix pour les services, donc vous allez considérer surtout la compagnie, donc l'entreprise que vous avez, et vous allez considérer le prix auquel vos clients sont prêts à acheter. Maintenant, ce qui se passe, le service que vous délivrez, il a un coût. Parce que vous allez engager soit du matériel, soit des personnes ou des ressources pour travailler, ou même du temps. Il faut pouvoir facturer ce que vous avez, mais par rapport à vos charges, assurez-vous d'avoir une marge nette d'au moins 33%. C'est-à-dire, si le service que vous allez faire, par exemple, je suis un plombier, je vais délivrer un service de plomberie d'une maison et que tout le matériel que je vais utiliser, plus mon temps de travail, plus mon assistant, plus mon transport, par exemple, me revient à 18 000 ou je vais prendre un prix facile à 21 000. 33% de 21 000, c'est 7 000. Je mettrai 7 000 au moins comme marge. Donc, je vais facturer ma prestation à 28 000. 33%, c'est le minimum, mais je vous recommande, en tout cas par expérience, d'avoir des marges de 60% si possible, 66% si possible, et puis d'aller même jusqu'à 100% de marge si vous pouvez le faire. Ça, c'est si vous êtes dans les services. Dans les services, si vous savez vendre de la valeur, vous pouvez même faire des marges de 200%, 300%. Donc, c'est ce que je voulais, il fallait que je mette ça en avant. Dans les services, je dirais, et aussi dans le B2B. Si vous vendez aux entreprises, vous devez pouvoir trouver en fait le prix de le coût de votre prestation et vous assurer d'avoir au moins une marge de 33%. Ça vous donne un business plutôt stable. Jean-Landry, merci à toi pour ton commentaire qui me remercie. Mamadou Dosso demande s'il est obligatoire d'avoir un prix homogène sur le marché. Oui. Quand tu dis prix, par rapport à ce qu'on a vu, tu parles de prix à quel niveau, Mamadou? Le prix peut être au niveau des clients, le prix peut être au niveau des consommateurs. Il y a des entreprises qui jouent sur des prix différents au niveau des clients. Parce que quand on parle de clients, on parle de distributeurs. Tu peux avoir donc les chaînes de supermarchés qui te distribuent. Tu peux avoir le prix de pharmacie les pharmacies qui te distribuent. Tu peux avoir les grossistes ordinaires qui te distribuent. Le prix que tu feras de ton entreprise à ces différents clients peut être le même. Mais eux, en fonction du niveau de chute, par exemple, si tu vends directement aux pharmacies, le prix auquel tu vends, ils vont mettre leur marge et puis ils vont commencer à vendre. Donc, tu n'auras pas forcément le même prix en pharmacie que le prix que tu auras en boutique ou le prix que tu auras, par exemple, au supermarché, d'un point de vue consommateur. Cela dit, donc quand tu fais ton prix en prenant comme base le plus grand canal de distribution, mais par derrière, tu considères les prix dans les autres canaux pour t'assurer que tu es toujours bon que la concurrence. Pour les autres canaux, ce que tu fais, tu t'assures de faire des négociations à travers ton équipe de vente pour t'assurer que le prix reste toujours bon. Parce que si vous regardez aujourd'hui vous-même les prix d'un produit en pharmacie, au supermarché et en boutique, généralement, ils ne sont pas les mêmes. C'est très rare, ça peut arriver qu'ils soient les mêmes, mais c'est la seule condition, c'est le cas dans lequel les prix ne peuvent pas être homogènes. Par contre, si on prend les boutiques et que dans les boutiques, tous tes prix ne sont pas homogènes, je dis à au moins 80%, c'est que tu as un problème. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le price compliance. Tu dois t'assurer que d'un point de vue consommateur, ton prix n'est pas trop de fluctuation. Et là, le moyen d'influence que tu as, c'est à travers ton équipe encore de vente. Voilà, je pense avoir répondu. Ici, je vais adresser maintenant une autre problématique. Donc, comme je disais, une erreur que les gens font, c'est de commencer à faire des promotions de vente très vite. Donc, vous lancez un produit. Petite parenthèse que je dis, tout ce que je suis en train de dire, ça s'applique au marketing dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Ça s'applique aussi au marketing digital. Parce que quelquefois, quand on fait du marketing digital, on oublie qu'on est en train de faire du marketing. Il ne s'agit pas juste de promouvoir des produits, de faire des posts et de pousser. Il faut appliquer les principes. Si vous vendez un produit et que votre produit, vous n'avez pas fixé le bon prix, vous n'avez pas fait le bon prix pour les intermédiaires. Si par exemple, vous faites la vente en ligne, que tous ceux qui vont vous aider dans le stockage, dans la distribution, à savoir les vendeurs qui vont aller faire la livraison n'ont pas de bonne marge, vous mettez aussi en mal votre business.
Donc, le point suivant, c'est de faire une promotion sans avoir une taille critique de distribution. OK, ce que j'ai vu faire souvent comme erreur, j'ai vu des entreprises qui ont à peine commencé, qui ont commencé à vendre un peu leurs produits dans une ville, et puis directement, on commence à faire des baisses de prix, directement, on commence à faire donner des articles cadeaux aux gens. Là, le point ici, c'est que vous devriez plutôt, quand vous démarrez, quand vous n'avez pas la distribution, ce qu'on appelle la couverture, et je reviens dessus dans les slides suivantes, vous devez plutôt travailler votre pénétration. C'est-à-dire, votre investissement doit servir à emmener de nouvelles personnes à acheter vos produits, plutôt que de commencer à faire des promotions. Parce que quand vous faites des promotions, ce qui se passe, c'est que généralement, c'est les personnes qui ont l'habitude d'acheter vos produits qui vont venir les acheter parce qu'ils connaissent déjà vos produits, ils l'utilisent et ils vont venir justement augmenter vos ventes. Vous allez sentir une augmentation des ventes pour un moment, mais après, vous allez revoir justement ces ventes-là revenir au niveau initial. Donc, généralement, les promotions permettent d'adresser des problèmes de consommation ou des problèmes de fidélisation. Donc, je vais vous expliquer qu'en marketing, il y a trois choses uniquement qu'on peut faire. Si vous vous rappelez, dans la slide initiale, j'ai parlé de changement de comportement. Ce que les gens ne font pas, c'est qu'ils ne sont jamais clairs sur leurs priorités. Généralement, pour une année, il faut choisir entre ces trois ce que vous allez faire. Est-ce que vous voulez faire de la fidélisation? C'est-à-dire les clients qui sont là, vous les gardez dans la base et vous les emmenez à acheter d'autres produits, des produits plus chers. Par exemple, si je suis en banque, je m'arrange à ce que cette année, par exemple, je ne perde que 5% de mes clients parce que chaque année, je perds des clients. Mais si d'habitude, je perds 10%, je vais mettre des actions pour ne perdre que 5%. Et puis, je vais m'assurer que ceux qui restent, donc les 95%, s'ils ne prenaient que des prêts de consommation, maintenant, ils vont prendre des prêts véhicules, ils vont prendre des prêts immobiliers, par exemple. Ça, c'est un marketing de fidélisation. Un marketing de consommation, par exemple, j'aime bien cet exemple parce que j'ai travaillé dessus. Vous vendez des dentifrices, les gens se brossent une fois par jour, vous voulez augmenter vos ventes. Si vous arrivez à emmener les gens à se brosser 2 fois par jour, ça va justement vous aider à atteindre votre objectif. Mais l'objectif de pénétration, c'est de recruter, c'est-à-dire vous cherchez à atteindre de nouvelles personnes qui n'ont pas encore acheté votre produit au moins une fois. La meilleure chose à faire, et je vais vous expliquer vers la fin pourquoi, c'est de continuer la pénétration. Donc, si vous n'avez pas encore une taille critique, c'est-à-dire vous avez un potentiel de marché sur un pays qui est de 5 millions de personnes qui peuvent acheter votre produit, vous ne vendez que à, je ne sais pas, 2000 personnes, ce n'est pas la peine de commencer à faire des promotions parce que vous n'allez probablement pas recruter les personnes. Vous devez dire l'argent que vous allez prendre pour faire la promotion, pour plutôt aller chercher à recruter des personnes, à agrandir votre base. Cela dit, je vais mettre un bémol à cela. Si vous avez fait votre promotion de telle sorte qu'elle peut attirer de nouvelles personnes, des personnes qui, je dis, ne vous ont jamais connu, à rentrer en ligne de compte dans votre consommation, c'est une manière aussi de déclencher justement de la pénétration. Donc, si vous faites une promotion, ce qu'on va tirer comme conclusion, votre promotion de vente doit vous aider à faire de la pénétration, à recruter. C'est le meilleur type de promotion. Mais si vos promotions visent la consommation et la fidélisation, vous êtes en danger et ça, je vous assure, vous aurez très probablement pas véritablement de croissance. Et je vais revenir là-dessus avec une des erreurs que les gens font qui va vous éclairer un peu plus tard dans la suite. Je regarde les commentaires. OK, merci Gaston. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous parler de 2 points de distribution parce que j'ai dit dans l'erreur précédente, les gens commencent à faire les promotions sans avoir atteint la distribution. Il y a 2 termes que vous devez connaître, ce qu'on appelle la distribution numérique qui est en dessous et ce qu'on appelle la weighted distribution ou bien la distribution pondérée. Je vais commencer par la définition qui est en dessous, qui est la distribution numérique. La distribution numérique ou bien taux de présence, c'est un indicateur qui vous renvoie le nombre de points de vente commercialisant une référence sur l'univers. Imaginons que vous vendiez des téléphones portables. Vous allez identifier tous ceux qui vendent les téléphones portables en Côte d'Ivoire. Imaginons qu'il y a 10 000 points. Désolé de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. Je vais changer un peu parce que je sais qu'on a d'autres parmi nous. Donc, imaginons qu'on est en Centrafrique, on vend des téléphones portables. Donc, je vais prendre 10 000 points. J'ai 10 000 points qui vendent des téléphones portables en Centrafrique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je m'apprête à vendre un nouveau téléphone portable.
Sur les 10 000 points, je mets mon produit dans 6 000 points de vente. Ça veut dire que j'aurai en fait 6 000 sur 10 000, ça me fait 60% de personnes 60% des points de vente qui vendent mon produit. C'est ce qu'on appelle la distribution numérique. Donc, ce que vous devez faire, et comme je le dis, que vous vendiez en ligne, parce que l'exemple où c'est vraiment intéressant, c'est là aussi dans la vente en ligne. Dans la vente en ligne, quels sont les points ou bien quelles sont les plateformes qui vendent le même produit que vous? Il y a, OK, vos concurrents font un site Internet, font donc du référencement, ils font Facebook, ils font aussi les boutiques en ligne et tout cela. Vous devez regarder en fait là où les gens achètent le produit. C'est ce qui sera l'équivalent pour vous en fait. Le taux de couverture pour vous, ça sera de dire sur 4 de ces canaux ou bien 5 de ces canaux, je suis présent sur 3. Donc, je n'ai pas la distribution, par exemple, numérique qu'il faut. Il faut vraiment travailler votre distribution numérique quand vous vendez. Il ne s'agit pas de quand vous vendez un produit, que vous avez votre propre business, vous vendez de l'huile que vous fabriquez à la maison. Vous vendez de l'huile, vous avez la possibilité de rentrer dans les boutiques, dans les supermarchés et au marché. Imaginons que tout ce potentiel-là représente 20 000 points de vente. Mais vous commencez à vendre dans 4, 5, et puis vous vous dites, oui, c'est bon, là où je vends, je trouve un chiffre d'affaires conséquent. En fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de limiter votre business. Parce que justement, cette notion de distribution numérique est très importante et celle-là qui va vous permettre d'élargir votre horizon et de toucher plus de personnes. Le deuxième concept ici que les gens négligent, et souvent parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est la distribution pondérée. Comme la définition le suggère ici, la distribution pondérée pondère la présence d'une référence sur l'univers total en considérant la contribution du canal dans la distribution de la catégorie. Je prends un exemple simple. Prenons, je vais rester sur les ventes en ligne. Imaginons que je vende des ventilateurs en ligne. Donc, les ventilateurs en ligne, généralement, ils vont être vendus via Google, ils vont être vendus via Facebook, ils vont être vendus via, via TikTok, ils vont être vendus, par exemple, via WhatsApp. Mais imaginons que pour toutes les marques de ventilateurs qui existent, sur Google, Google arrive à écouler 75% de ces volumes de ventilateurs-là. Facebook arrive à écouler 20% et les 5%, c'est TikTok. Et puis moi, je vais commencer à vendre les ventilateurs aussi, mais je vais commencer sur TikTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur 5% seulement du marché. Et ma distribution pondérée ne sera que 5% du marché. Donc, tout ce que je peux faire au maximum, ce sera d'avoir 5% du marché. Alors que là, je compétis avec des concurrents, donc je n'aurai jamais 5%. Donc, le principe de distribution pondérée vous dit, allez-y vendre là où le volume est. Donc, en vérité, vous devez faire les deux. Vous devez vous assurer que vous déployez horizontalement, c'est-à-dire vous vous déployez là, vous déployez dans le maximum de points de vente ou de canaux de distribution, de redistribution, mais vous vous déployez avec priorité là où vous avez du volume, là où vous pouvez faire d'énormes ventes. Donc, c'est important que vous puissiez le considérer. L'erreur suivante que je vais toucher, c'est le fait de ne pas développer son leadership. Pour pouvoir vendre ou pour gérer un business, ce mot-là est très important. Leadership. Leadership, c'est quoi? C'est l'aptitude que vous avez à diriger des hommes, à motiver des hommes, à emmener des gens à travailler pour vous de façon joyeuse, de façon heureuse pour l'atteinte des objectifs. Si vous ne développez pas votre leadership, quelque chose que vous faites comme marketing, comme vente, c'est voué à l'échec. C'est la plus grande qualité. Les cours de leadership sont légion sur Internet. Sont légion, il y en a de gratuits, il y en a de payants. Formez-vous en leadership. Je continue personnellement de me former en leadership jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'apprendre, de lire des livres. Parce que dans le leadership, vous devez apprendre à faire travailler une équipe et vous-même à travailler en équipe avec les autres. Vous devez apprendre à motiver. Vous devez apprendre à développer la compétence. Vous devez apprendre à développer les aptitudes. Vous devez apprendre à développer le sens de responsabilité. Vous devez apprendre à développer la communication.
Vous devez apprendre à développer, comment on appelle ça, le pouvoir. Donc, tout ça, c'est des éléments de leadership. Mais très souvent, ce que nous, on va faire, on va développer les compétences. C'est bon. Ou bien les aptitudes. D'accord, c'est bon. Mais on n'apprend pas, par exemple, comment motiver les équipes. On n'apprend pas, par exemple, comment bien communiquer, comment faire un feedback. Ou on n'apprend pas le jeu du pouvoir. Le jeu du pouvoir, c'est très important. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent faire perdre votre crédibilité. Il y a des éléments qui peuvent tout de suite vous dire, oh, vous faire passer pour quelqu'un de pas solide dans la fonction. Donc, il faut développer votre leadership. Et ça, c'est quelque chose que je vois. Les personnes se concentrent sur un des aspects, mais ils ne pensent pas aux autres. Donc, c'est très important que vous le fassiez. Élément suivant, l'élément qui est au milieu ici sera un peu compliqué à expliquer, mais je veux que vous reteniez ce que j'ai mis dans le titre. Pensez que beaucoup de gens connaissent votre boîte, vos produits, vos services. Je me rappelle, je devais lancer un produit, enfin, disons, une marque internationale sur un marché local, un des marchés sur lesquels je travaille. Et j'avais un brand manager avec qui je bossais, donc un chef de produit qui était dans mon équipe. Et on devait lancer le produit. Et je lui ai dit, bon, quand on lance ce produit, qu'est-ce qu'il veut faire? Et il m'a répondu, mais ce produit-là, tout le monde le connaît. Donc, bon, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose? Je lui ai simplement posé la question, tout le monde le connaît, c'est combien de personnes qui connaissent? Donc, il dit, non, mais c'est tout le monde. Si tu dis tel nom, je dis non, combien de personnes connaissent? Il n'a pas pu me donner un chiffre. Et en vérité, beaucoup de gens font cette erreur quand ils gèrent leur service ou leur produit. Ils vont créer une page Facebook, ils vont avoir quelques likes, ils vont créer une page WhatsApp, ils vont se dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent mes produits. En fait, il n'y a personne qui connaît tes produits. Ce que vous voyez en dessous, c'est ce qu'on appelle des pyramides de santé de marque, qui vous mesurent plusieurs attributs. Donc, ça, c'est fait dans le cadre des études, d'une étude formelle qu'on appelle le Brain Health Tracking. Donc, je fais une parenthèse pour faire un peu de pub. Tout ce que je vous présente, c'est une extraction d'une formation que j'ai qui s'appelle As du marketing. Dans la formation, je vous prends en 30 heures et je vous permets de parcourir toutes les notions littéralement qu'il faut faire en marketing. Si vous avez déjà fait un MBA en marketing, vous allez voir que le MBA en marketing, pour certains, c'est juste 45 heures avec des travaux à faire. Et la formation, vous faites 30 heures de cours, mais avec les exercices que je vous donne, vous vous retrouvez à 48 heures en fait de formation. Donc, c'est un MBA pratiquement. Et c'est une formation que j'ai faite depuis 2018 et il y a plusieurs générations de personnes qui ont fait et qui fièrement les mettent sur leur CV et au-delà de la connaissance, ça a permis à certains d'avoir des promotions et puis d'avancer. Je vais faire juste une pause, vous présenter un peu le contenu de cette formation et puis revenir sur la présentation. Donc, c'est une formation vraiment, quand on dit dense, elle est dense. Parce que je la regardais la dernière fois et je me suis dit, waouh, j'ai pris le temps pendant combien de mois pour monter cette formation. Je vous montre juste le document de la formation. C'est une formation vidéo, c'est un ensemble de vidéos qui sont découpées en quelques heures. Donc, vous avez des heures, comment on le dit, vous avez des vidéos qui font 15 minutes, d'autres font 30 minutes, d'autres font 1 heure. Mais voilà un peu le document. Ça, c'est le document de la formation. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là, ils vont reconnaître certaines slides. Vous voyez ici, vous voyez bien 383 slides. Donc, voilà pourquoi ça fait plus de 30 heures de formation. Je vous montre en gros, on ne peut pas parcourir 383 slides. Donc, vous voyez, je prends le temps d'expliquer le programme, les différents éléments que vous allez voir. Donc, on parle du marketing. J'aime bien cette slide-là parce que ici, je parle des 21 dimensions que le marketeur doit analyser pour arriver à un plan parfait. Donc, vous voyez, il y a les données macro, il y a le prix moyen, le positionnement des prix, la pénétration, consommation, fidélisation. Tout ça, on a traité ces 21 dimensions. J'ai traité ces 21 dimensions dans la formation avec des exemples pratiques, comme vous pouvez le voir, des vidéos. Bon, voilà un peu ce que je regardais tout à l'heure avec vous au niveau des pyramides. Donc, il y a des exemples. Et c'est vraiment bien expliqué. Le but de cette formation, c'est de vous
permettre d'être dans le détail. Voilà. Donc, 383 slides, je ne peux pas tout parcourir. Je vais rapidement pour que vous voyez un peu. Donc, je vous apprends même l'analyse financière, en fait, d'un point de vue marketing, ce qu'il faut faire. Je vous apprends comment faire, comment trouver justement ce dont on parlait, comment trouver la problématique marketing, donc le pourquoi du pourquoi, voilà, donc comment on fait la stratégie avec un outil d'Harvard. Donc, vous voyez qu'on a travaillé sur des cas Coca-Cola, par exemple. Il y a pas mal de cas, des cas d'assurance décès, etc., etc. Je passe rapidement. Voilà, donc les politiques produits, comment on fait la matrice de positionnement, on a parlé des marques, comment on construit les identités de marque, donc vous voyez, avec des exemples appliqués, etc. Les prix, donc très bien expliqué avec un cas pratique, avec même un tableau de calcul, etc. etc. Voilà, donc juste une formation qui coûtait 800 000 francs CFA, donc quand on l'a lancé, 800 000 francs CFA, ça fait 300 fois 4, ça fait 1200 euros. Et cette formation, en ce moment, je vous la fais en promotion à 87,5% de réduction. Donc, elle vous revient à 50 000 francs, ça fait 75 euros. Mais c'est vraiment une offre que je vais arrêter au milieu de ce mois parce que je vais revenir au prix standard parce que c'est un produit qui va vous donner de la valeur. Et ajouter à cela, c'est une formation qui est révisée chaque fois. Donc, vous aurez du menu contextualisé et tout cela. Donc, je vous enverrai après un lien pour ceux qui sont vraiment intéressés pour me contacter après. Voilà, donc pour revenir ici dans le module de ce soir, dans le total et dans la formation, dans la notoriété, en fait, ce qu'on appelle la notoriété d'une marque, il y a 3 niveaux. Il y a les gens qui vous connaissent de façon spontanée, il y a les gens qui vous connaissent de façon assistée, et il y a les gens qui vous connaissent en top of mind. Quand on dit top of mind, c'est-à-dire quand on vous dit quelle marque de climatiseur, ou bien, pardon, de air conditioner, comment on dit ça en français? Quelle marque de split ou climatiseur vous connaissez? Vous allez peut-être commencer à citer Samsung, Nasco, etc. Le fait que Samsung soit venu en premier, là, on appelle cela la notoriété top of mind. Le fait que je cite Samsung, Nasco, LG, les 3, ils sont venus sans qu'on me le dise, c'est la notoriété spontanée. Et si je ne le cite pas et quelqu'un me demande, est-ce que tu connais la marque Sprint? Et puis je dis oui, je la connais. Donc ça, c'est la notoriété assistée. Vous devez pouvoir et vous devez évaluer sur votre marché, vous devez évaluer votre taux de notoriété. Ça, c'est une obligation. Vous n'avez même pas besoin d'études formelles. Vous pouvez faire votre petit questionnaire. Quelles sont les marques de telle catégorie que vous connaissez? Les gens vous diront. Vous pouvez demander, est-ce que vous connaissez votre marque? Vous allez vous situer. Ce que chaque marque doit se battre à faire, en vérité, c'est d'atteindre la première place. Et ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que les grandes marques passent du temps à communiquer. Bon, elles vont passer du temps à communiquer. Elles vont passer du temps à communiquer pour justement atteindre ce résultat. Et vous devez travailler énormément votre notoriété. Travaillez énormément cette base-là. Sinon, les gens ne vous connaîtront pas. Et si vous regardez ce qui se passe ici, pourquoi j'ai voulu vous montrer la pyramide, ça, c'est des études réelles hein, que je vous présente là. J'ai juste changé et caché et dissimulé le nom des marques. Voilà une marque qui s'appelle la marque A. Vous voyez, Total Aware, c'est le nombre de personnes qui connaissent sur le marché. Elle a une notoriété totale de 99%. Ça, c'est très bon. Vous voyez le nombre de personnes qui considèrent cette marque. C'est-à-dire, combien de personnes parmi ces 99%-là, ces 99% disent que si cette marque-là, elles ont l'occasion de l'acheter, elles vont l'acheter. Il y a 98% qui considèrent cette marque. Maintenant, vous regardez combien de personnes ont déjà essayé cette marque. Vous avez 97%. C'est déjà bon. Maintenant, combien de personnes utilisent cette marque? C'est 85%. Vous voyez que ça diminue. Depuis le bas jusqu'au haut, ça diminue. Entre celui qui connaît jusqu'à ce que celui qui utilise, on a 85%. Maintenant, combien de personnes sont des utilisateurs ou des utilisatrices régulières? Vous avez 52%. Et combien de personnes
ont cette marque-là comme leur marque principale, vous avez 36%. Donc, vous voyez que c'est une marque qui, pour avoir 36% de personnes ou de consommateurs ou de clients fidèles, a besoin de se faire connaître par 99%. Mais regardez une marque, la marque ici, la marque, attention, la marque est tout en bas, la marque I. Regardez ce qui se passe. 16% seulement connaissent la marque, vous voyez? Donc, si vous regardez total usage, combien de personnes utilisent la marque ou combien de pourcentage? 3%. Combien d'utilisateurs sont réguliers? 1%. Ce que je veux montrer ici, c'est que quand vous avez une mauvaise base, c'est-à-dire quand on ne vous connaît pas, vous avez des ventes qui sont toujours faibles. Donc, quand vous voulez augmenter vos ventes, en vérité, les ventes, sont les trois premiers, les trois niveaux au-dessus. Vous devez travailler d'abord la notoriété. On doit vous connaître. L'une des erreurs, c'est de ne pas travailler cela ou c'est de mal travailler cela. Mais quand vous travaillez la notoriété, on ne s'arrête pas là. Il faut travailler ensuite la considération. C'est-à-dire que vous devez avoir un produit qui est adapté à leurs besoins. Vous devez bien communiquer sur l'élément différenciant. Il doit être émotionnellement fort. Et vous pouvez même aller à une étape où vous faites essayer vos produits par des gens. Ça, au moment où vous avez réussi à bien établir les trois premiers piliers, que vos ventes vont commencer à exploser. Donc, l'échec souvent et l'erreur, c'est de ne même pas travailler la notoriété en partant du fait et de se dire que tout le monde connaît notre marque. Donc, ça, c'est un principe qui est de base, mais qui est très important. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est arrivé ici au niveau 8 et je vous donnerai un autre rendez-vous. Donc, je vous enverrai un mail en semaine pour qu'on fasse le 9, 10, 11, 12 parce qu'il y a beaucoup de points. Il est 22 heures et je veux respecter l'heure. Par contre, je vais vous autoriser à poser quelques questions déjà, soit par écrit ou bien ceux qui veulent poser par micro. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous permettre de pouvoir poser vos questions. J'active vos micros. Voilà, vous pouvez activer vos micros pour ceux qui ont des questions et les poser. On a parlé donc jusque-là de vouloir forcer le client à adopter un produit ou une offre qui ne lui convient pas, de ne pas avoir de points différenciants clairs, de rester que sur le fonctionnel, de ne pas avoir son identité de marque formalisée. Cela mène à la dérive en communication et innovation, de manquer d'observer la règle des 3 C pour la fixation de prix, de faire des promotions sans avoir atteint une taille critique de distribution, de négliger la distribution numérique et la distribution pondérée, de ne pas développer sa capacité d'influence qui est le leadership et de penser que beaucoup de gens connaissent sa boîte, ses produits ou ses services. C'est la dernière erreur sur laquelle je vais m'arrêter. La prochaine fois, on fera l'erreur de ne pas comprendre ou de penser, comprendre à tort comment les réseaux sociaux et le digital fonctionnent, de confondre le rôle des médias ATL, BTL et digital, de refuser la transition de l'outbound vers l'inbound marketing et puis de vouloir croître significativement en refusant d'abandonner la fidélisation. Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Il dit, selon le prix, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser le prix psychologique comme la meilleure stratégie? Le prix psychologique, je dirais oui et non, mais la stratégie en vérité, c'est d'avoir les trois. Donc oui, à gauche, enfin à droite, c'est d'utiliser le prix psychologique, mais le prix psychologique, ce n'est pas un seul prix, c'est une fourchette de prix. Les consommateurs te diront, ils sont prêts à payer au moins 6 000 francs pour ce produit et au maximum 8 000 francs. Donc tu as un intervalle, tu peux naviguer dans cet intervalle. Maintenant, dans ta stratégie, c'est de voir comment dans cet intervalle, tu veux te positionner par rapport à la concurrence. En vérité aussi, ce prix-là, le prix qui est là, c'est une conséquence des marges que tu vas faire en fait aux acteurs, si tu vends un produit physique, aux acteurs de la distribution. Parce que si tu leur vends à mauvaise marge, soit ils augmentent les marges, c'est-à-dire tu veux que ton produit se retrouve à 25 francs, mais tu retrouves un produit qui se vend à 50 francs parce qu'ils ne gagnaient pas, donc eux-mêmes, ils ont augmenté les prix, soit ils bloquent la distribution. Donc, quand on parle de prix, en vérité, tu penses directement au prix consommateur, mais non, c'est tout ça. C'est le prix consommateur, ce sont les marges que tu fais à tes clients, mais plus important, de façon plus importante, c'est aussi le bénéfice que tu fais toi-même en vendant ce produit-là. Donc, le prix, le bon prix, c'est celui-là qui tient compte du prix psychologique, qui s'assure que pour délivrer ce prix psychologique,
tous ceux qui sont dans la distribution ont de bonnes marges et qui s'assurent que ce prix psychologique-là délivre une bonne marge à la société. Sinon, tu es obligé soit d'abandonner le produit que tu fais ou le service, ou bien de réduire les coûts pour pouvoir garantir ce prix-là sur le marché, ou bien de le repositionner en faisant des activités marketing pour lui donner, pour justifier pourquoi son prix serait par exemple plus cher. OK, donc quelqu'un d'autre aurait une question? Ça, c'était la question de Herman Yassi. OK, donc on a fait 8 points. Sur les 8 points. Merci Yann Armel qui me dit merci. Sur les 8 points, je veux te demander combien d'erreurs ou bien combien de points combien de points tu dois retravailler sur ces 8 points. Et je vais remettre les points à l'écran pour que tu les vois et tu notes les points sur lesquels tu as besoin de travailler personnellement. C'est quelque chose d'inconnu. Je veux dire en fait d'inconnu. Les autres ne vont pas voir ta réponse. Donc, pas de souci. Donc, combien de points sur les 8 dois-tu travailler? Voilà. Donc, on a 1 point, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc je vous envoie le... Oui, il y a des gens qui souffrent, hein? Voilà, avec... OK, donc je vous envoie la question 4. Et puis voilà, elle est à l'écran, donc ça serait intéressant si vous pouvez y répondre. Et puis ceux qui ont des questions, voilà, vous pourrez tout à l'heure revenir sur vos questions. Quelqu'un dit comment évaluer l'impact du marketing sur l'aspect commercial. Un responsable marketing a dit que le rôle du marketing, ce n'est pas la vente, mais la visibilité. Quelqu'un d'autre dit, mais et lorsque l'entreprise qui fabrique le produit impose un prix à ses détaillants, j'aimerais savoir comment les détaillants arrivent à avoir un bénéfice. Donc, je termine avec la question la question d'Emmanuel et puis je réponds, et d'Herman, et puis je réponds à Jean Landry tout à l'heure. OK, donc la question d'Herman. Sur la question d'Herman, pendant ce temps, vous avez le questionnaire en ligne. Hein, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, pour ceux qui sont encore là. Voilà, donc pour les prix, normalement, légalement, il est interdit d'imposer des prix aux détaillants. Si tu vois, on met toujours prix recommandé dans les communications, c'est parce que tu ne peux que recommander un prix, tu ne peux pas imposer un prix. Donc, en vérité, c'est une erreur que déjà de dire qu'on impose des prix aux détaillants. Maintenant, quand on recommande les prix aux détaillants et que les détaillants n'ont pas de marge, ce qui va se passer, et de façon très naturelle, c'est que ton produit ne va pas marcher. Parce que tu vas voir que ces détaillants-là vont bloquer ton produit. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne vont plus l'acheter. Ou bien à un moment, quand les gens viendront dans le point de vente dire qu'ils veulent le produit, de façon volontaire, ils vont donner l'autre produit, le produit concurrent, et pas proposer ton produit. Parce qu'à la fin, ils ne gagnent rien là-dessus. Donc, c'est très risqué d'imposer un prix aux détaillants quand il n'y a pas de marge. Dans la pratique, même, il va augmenter le prix. S'il n'augmente pas le prix, il te fait sortir de son point. Voilà pourquoi, en vérité, pour éviter cela, il faut t'assurer par anticipation, donc dans ta stratégie de prix, que tu délivres déjà un très bon prix, enfin, tu as une bonne chaîne de prix, tu as une bonne structure de prix. Depuis le prix départ usine, donc le prix de chez toi jusqu'au détaillant, tu t'assures que tous ceux qui sont au milieu, ils sont contents de leur marge. C'est ce qui va te permettre de gagner. Voilà, on a toujours le questionnaire en ligne. J'espère que vous pourrez... Oui, j'ai partagé le questionnaire. Hassani, tu ne le vois pas? Il doit apparaître sur ton écran.
doit apparaître sur ton écran. OK, donc là, les résultats sont un peu mitigés. Ils sont un peu mitigés, oui. Donc, continuez de... Tout le monde n'a pas voté. OK. Mais il y a déjà quelques challenges que je vois. OK. Donc, c'est bon. Je ferai la conclusion avec votre rapport. Et puis, enfin, il faut que... On a encore 4 personnes qui doivent voter. Voilà. Je vous laisse voter. Oh, wow. D'accord. Dans tous les cas, vos noms n'apparaissent pas. Donc, c'est beaucoup plus... Je dis ça n'apparaît pas aux autres. C'est beaucoup plus entre vous et moi. Donc, il n'y a pas de problème. OK. OK. Donc, je vous laisse toujours. Oui, quelqu'un a une question qu'il veut poser. J'ai entendu un micro ouvert. Pas forcément maintenant. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'attends votre réponse au questionnaire. On a 3 personnes qui sont là qui n'ont pas encore commenté. J'espère qu'on va commenter. Voilà. Et puis, attention, micro. OK. Donc, voilà. Donc, je vais montrer les résultats sous peu. OK. Donc, c'est bon. Voilà, je ne vois moi-même pas vos noms, donc ne vous inquiétez pas de voter. OK, on va arrêter le vote là. Et puis, je vais présenter les résultats. Voilà, donc on a entre 3 et 4 erreurs. C'est ceux qui ont les plus gros chiffres. C'est-à-dire que sur les 8, il y a, il y a 87% d'entre vous qui sont déjà dans le rouge. Parce que si vous faites déjà 3 erreurs sur 8, vous êtes déjà dans le rouge. Il y a quelqu'un qui a fait 8, qui a 8 erreurs sur 8. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur ces différents points. Maintenant, ceux qui ont à partir de 3, oui, il faut commencer à travailler sur les 3. Parce que quand on va aborder les 4 autres, vous allez probablement avoir 2 ou 3 autres erreurs. À partir de 4 erreurs, effectivement, vous êtes en danger et vous mettez en danger votre business. Ça veut dire qu'il faut activement, soit de vous-même, activement chercher à vous former sur ces différents éléments-là. Ou bien, comme je l'ai dit, je vous ai fait une proposition. J'ai un module qui est super en promotion que je vous encourage à prendre maintenant pour travailler sur ces erreurs-là. Il répond activement et puis avec ça, vous intégrez un groupe qui vous permet de le faire. Voilà, donc pour ce soir, je terminerai avec la dernière question. Je vous demanderai juste gentiment de faire une évaluation de comment vous avez trouvé la session de ce soir sur 10. Vous pouvez noter de 1 à 10 à combien vous évaluez la formation, la session de ce soir. Et puis c'est sur cette note qu'on va se terminer. Et puis pour la suite, de n'oubliez pas de partager en fait. N'oubliez pas de suivre vos emails parce qu'on vous enverra par email en fait. On vous enverra par email la suite en fait pour l'activité. Voilà. Donc voilà. Donc merci de voter. J'ai que 7 votes en ce moment. Donc les autres, j'attends vos notes. OK. J'attends vos notes. Et puis voilà. Donc, pour ceux qui m'auront donné en dessous de 8,
Ici, j'ai quelques notes. Donc, ceux qui m'ont donné 7 et 5, j'aimerais bien que vous puissiez m'écrire sur WhatsApp. Je vous laisse mon numéro dans le chat box pour m'expliquer en fait les sessions qui ne sont pas passées ou bien les points qui n'ont pas été bien compris. Et ça me permet justement de pouvoir améliorer pour les autres et pour la suite, et même dans la partie, parce qu'après, je vais vous donner un petit document sous forme de e-book, donc un livre électronique sur ce qu'on a parcouru. Je vais vous donner aussi la présentation. J'aurais vraiment besoin que vous puissiez me dire ce qui n'a pas, ce qui a besoin d'être amélioré, je vais dire. Particulièrement ceux qui m'ont donné, je vois j'ai eu deux notes 5 et 7. Voilà, donc je vous laisse mon WhatsApp aussi, 07 58 800 820. Voilà, et puis vous pouvez. OK, et j'ai la question de Landry. Landry a répété sa question. Donc, je vais revenir sur la question aussi. Voilà, donc merci pour les votes. J'ai dit vote. Donc si je regarde le résultat, j'ai 80% qui m'ont donné au-dessus de. Oui, 80% qui m'ont donné au-dessus de 8 sur 10. Donc, je pense que c'est bon. C'est que vous avez apprécié. Maintenant, ceux qui m'ont donné. Attends, je partage. Ceux qui m'ont donné 5 et 7, voilà. Je vous prie vraiment de rentrer dans mon WhatsApp que je viens d'envoyer dans le chat box. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours pour améliorer. Voilà, merci beaucoup. Donc, je reviens et je termine avec la question de Monsieur Landry. Il dit comment évaluer l'impact du marketing sur l'aspect commercial, comment le marketing génère des ventes. OK, Landry, je dis, la meilleure façon de l'évaluer déjà, c'est déjà dans ta notoriété. Donc, je reviens sur la pyramide. Donc, il te faut cette étude-là annuellement déjà. C'est la première chose, en fait, qui te guide. Où je suis? Ici, voilà. Je remets mon écran. OK, resume slideshow. Voilà. Je viens sur les pyramides. Ce que le marketing fait, le marketing travaille sur la notoriété, travaille sur la considération, et une fois que la notoriété et la considération sont travaillées, ça génère automatiquement ce qu'on appelle l'essai et puis l'achat, donc la pénétration. Donc, c'est ici, l'essai, à partir de l'essai, c'est les premiers niveaux d'achat. Donc, une marque qui n'a pas travaillé, le marketing travaille sur la notoriété. Donc, celui qui t'a dit visibilité, il se situe là, mais bon, mais visibilité significative, c'est-à-dire visibilité sur les personnes qui doivent te connaître, qui vont finir par prendre l'action. Le deuxième élément, c'est de travailler sur la considération. Tu peux être vu, mais tu ne dis rien de bon, rien d'intéressant, et tu ne dis rien qui va emmener la personne à passer à l'achat. Donc, ton troisième niveau, c'est d'emmener la personne à passer à l'achat. Donc, ça, c'est le rôle du marketing. Troisième chose, tu l'emmènes à passer à l'achat. Donc, c'est tous les éléments que tu vas mettre pour passer à l'achat. Maintenant, tous les éléments que tu mets pour passer à l'achat, c'est quoi? C'est dans le produit lui-même. Tu as ton emballage qui est sur ton produit. Ou bien, si tu es un vendeur de services, tu as ton package, tu as ton offre. L'offre ne quitte pas du ciel en griffe pour tomber. L'offre, elle est conçue. Donc, l'offre, la conception de l'offre, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait que les gens passent à l'achat, c'est le prix. Voilà pourquoi le prix est un élément de la stratégie marketing. Dans les entreprises où j'ai travaillé, c'est le marketing qui définit les prix. Ce n'est pas les financiers. Donc, tu dois pouvoir définir le prix qui est tel que ton consommateur a vu ton message. Il te considère, il veut t'acheter. Mais quand il regarde de plus près ton offre, il a attiré. Quand il voit ton prix, il a attiré. À ce moment-là, tu as fait un travail. Maintenant, tu dois continuer continuellement ce consommateur-là, de lui plaire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer d'avoir des engagements, parce qu'aujourd'hui, on va parler plutôt d'engagement ou des expériences ou de la communication continue pour qu'ils puissent te voir, toujours te garder en tête, toujours te considérer pour que la prochaine fois qu'ils reviennent acheter, ils puissent acheter. Donc, comment tu vas l'aider? C'est à ce moment-là, par exemple, ici, tu as une très bonne pénétration. Tu peux chercher à faire maintenant des promotions. Tu peux chercher maintenant à faire des programmes pour le maintenir comme un acheteur.
Pour ceux qui sont réguliers, ça va pareil. Pour les plus fidèles, tu peux considérer à faire des programmes. Donc, dire que c'est de la visibilité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas entièrement vrai. C'est de la visibilité, oui, mais c'est plus. Parce que la visibilité va te donner l'awareness seulement. Mais tu dois travailler la considération parce que si tu es visible que la force de ton offre, la force d'abord de ton message n'est pas grande, tu perds. Et ensuite, la considération, pardon, ensuite l'essai, c'est la qualité de ton offre, c'est dans le prix que tu fais, que tu vas pousser les gens à y passer. Et pour les maintenir en position d'achat, donc c'est des promotions que tu vas faire. Et ça, ici à ce niveau, c'est de l'engagement continu. Donc, par exemple, là, tu auras, par exemple, tes réseaux sociaux, tu vas organiser des programmes, tu vas organiser des fêtes, tu vas organiser des activités. Et donc, tu en as besoin pour que, justement, ce qui se passe, c'est que chaque fois que les personnes veulent acheter, elles repassent toujours par le site. Qu'est-ce que je connais? Ah oui, ça me parle, je vais acheter. Donc, au moment où la personne va acheter, à tout moment, elle doit se dire, ah oui, voilà. Donc, comment évaluer l'impact de l'activité marketing? C'est la pyramide même qui est là, qui mesure la santé de ta marque. C'est celle-là qui te permet d'évaluer. Voilà. OK, allez, merci beaucoup à tout le monde. Donc, euh, Landry, pardon, tu m'as posé des questions sur la page Facebook. Je peux te répondre directement. Je te réponds rapidement. Tu as dit comment je planifie la stratégie digitale de promotion de produits sur Facebook et Instagram. La stratégie digitale, bon, ça dépend de ce que je vends. J'aime aujourd'hui par rapport à ce que j'utilise quand je vends des services, je travaille plus en inbound marketing. Quand je travaille sur des produits, j'ai vraiment, là, je mets à pied d'œuvre le copywriting et puis je travaille beaucoup avec du retargeting. Donc, je vais toujours targeter de nouvelles audiences. Donc, je fais des publicités différentes par niveau. Donc, ceux, par exemple, qui connaissent déjà ma marque, j'ai une publicité pour eux. Ceux qui n'ont jamais interagi avec moi, j'ai des publicités pour eux. Ceux qui ont déjà visité mes pages et qui n'ont pas acheté mes produits, j'ai des publicités pour eux. Ceux qui ont ajouté au panier, j'ai des publicités pour eux. Donc, par niveau, en fait, donc, que ce soit un trafic froid, comme on dit, trafic tiède ou trafic chaud, j'ai des publicités différentes, en fait, quand je travaille sur des articles. Quand je travaille sur des services, c'est de l'inbound. Maintenant, tu me demandes quel est l'objectif que j'utilise quand je lance des publicités sur Facebook, Instagram. Mais mes objectifs sont généralement pour les pays sur lesquels on travaille. Si tu as un tunnel qui va jusqu'au bout, que tu as, comment on appelle ça, tu as le bouton de paiement, il faut utiliser un objectif de conversion. Maintenant, si tu n'as pas le bouton de paiement sur tes sites et que c'est plutôt des commandes, il faut travailler surtout avec des visites de page, des landing views. Donc, tu emmènes les gens à tomber sur ta page et c'est vraiment les deux que j'utilise. Donc, je ne travaille pas du tout pour te répondre avec les objectifs d'interaction, avec les objectifs de notoriété. Ensuite, ta dernière question, quels sont les axes sur lesquels sont fondées la stratégie marketing quand je dois proposer une stratégie de lancement de produit? Ça, c'est tout le coût de marketing. C'est vraiment tout. Je dis, c'est un plan marketing que tu fais et puis après, tu fais un plan de lancement. Mais c'est littéralement le cœur, c'est de comprendre ta cible, c'est de trouver le bénéfice émotionnel, fonctionnel que tu vas te vendre, d'écrire ta stratégie. Et cette stratégie-là, de t'assurer que c'est vraiment bien délivré dans ton produit, dans ton prix, dans ta stratégie de distribution, comment tu vas travailler ta distribution numérique et pondérée, parce que c'est ce que les gens oublient. Et puis dans ta communication, sur quel canal tu vas communiquer, avec quel message. Voilà, c'est vraiment ça. OK, je pense que j'ai répondu. Voilà. OK, OK, super. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, on va se dire bonsoir parce que je sais que vous voulez encore continuer, mais on vous donne rendez-vous pour les 4 autres. Et si vous avez des questions, on pourrait les poser à ce moment-là. Et comme j'ai dit, pour ceux qui dans le rating, qui ont mis 5 et 7, j'aimerais bien vous avoir sur WhatsApp. Voilà, donc je vous remercie. C'était une longue session. Dormez bien, reposez-vous bien et puis qu'on puisse pleinement se voir très prochainement. Allez, bon week, bonne soirée, disons. Et puis voilà, bye bye, ciao. Merci beaucoup pour ceux qui me remercient et merci pour ceux qui me bénissent aussi. Je dirai amen à vos prières. Merci beaucoup. Je transmettrai aussi vos salutations. Voilà.
À bientôt, Hassan.